Président de l'Université, cher Jean-Paul, Monsieur le Haut-Commissaire, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, chers étudiants, c'est avec un très grand plaisir et une toute petite appréhension que j'ai accepté l'invitation de Jean-Paul et que je me plie devant vous à cet exercice de la leçon inaugurale. Leçon que j'ai souhaité faire porter, comme il se doit, sur l'état des lieux de ma discipline, l'archéologie, en soulignant les spécificités d'un travail pluridisciplinaire, collaboratif et propre au territoire polynésien. Il s'agira de proposer quelques pistes de réflexion sur l'avenir de l'archéologie en Polynésie française, y compris dans la valorisation d'un patrimoine au cœur de multiples enjeux. Cette leçon s'inscrit en quelque sorte dans une continuité à l'UPF. Elle arrive 18 ans après celle du professeur Éric Comte et la création du CIRAP. Cette même année était fait docteur honoris causa de l'UPF le professeur Ben Finney, anthropologue de l'Université de Hawaï, qui, aux côtés des navigateurs Mao Pialung et Nainoa Thompson, inaugurait, avec le premier voyage de la pirogue Okulea en 1975, une nouvelle ère dans les expérimentations maritimes et la reconquête des savoirs traditionnels en matière de navigation. En 2016, c'était au tour de notre éminent collègue, le professeur Patrick Kirch, également de Hawaï, de recevoir ce même titre et de délivrer une leçon solennelle sur la contribution de l'archéologie à l'histoire des Polynésiens. L'an dernier, enfin, c'est notre ami Jacques Vernon qui avait magistralement présenté ce que nos langues polynésiennes nous apprennent sur leurs locuteurs via leur description et leur transmission. Chacun de ces éminents collègues a contribué et continue d'enrichir notre vision du monde océanien et polynésien ancien, des voyages en pirogue, des processus de peuplement humain, mais aussi de l'adaptation dont ont fait preuve les communautés sur ces îles du Grand Océan. Autant d'histoires que l'on reconstitue à l'aide des vestiges matériels que ces hommes et ces femmes ont laissés derrière eux, bien des mots et des traditions orales qui résonnent encore aujourd'hui dans ces langues bien vivantes. Tous sont finalement liés d'une manière ou d'une autre à notre université, témoignant aussi de la place qu'elle tient dans le développement des sciences humaines au niveau régional et international. C'est aussi avec une grande fierté que je me présente devant vous en tant que professeur nommé il y a 1 an à l'UPF, institution où je revenais avec grand plaisir, mais aussi en tant que nouveau directeur du CIRAP à la suite d'Éric. Cette unité de recherche, près de 20 ans après sa création, est devenue une structure incontournable de la recherche archéologique et aura participé activement à son développement sur le territoire par l'implication de ses membres, de ses doctorants et de ses nombreux collaborateurs. En 2022, nous organisions ici même à l'UPF un colloque international, le premier depuis 2001, 4 jours pour dresser un bilan des progrès accomplis, définir de nouvelles directions, tout en accueillant aussi la nouvelle génération de jeunes chercheurs et chercheuses. Et au terme de ces 4 jours, nous ne pouvions que nous satisfaire du chemin parcouru. Et j'aimerais donc partager avec vous aujourd'hui quelques réflexions sur ce bilan et aussi sur ce beau métier. Ce métier qui a toujours et qui continuera sans doute, je l'espère, de faire rêver parce que c'est un travail de terrain, je dirais même en Polynésie un travail tout terrain, où l'on aime se salir les mains et les genoux sous la pluie en plein soleil, moustique ou pas. C'est un travail qui apporte toujours la même satisfaction de découvrir un vestige du passé enfoui dans la terre, aussi insignifiant peut-il sembler de prime abord. Mais en Océanie, l'archéologie, c'est aussi un travail humain, en aucun cas solitaire. Alors qu'en Europe, la découverte d'un site néolithique restera culturellement distante dans un passé lointain, en Polynésie, nous nous efforçons de reconstituer la vie quotidienne des ancêtres directs des gens avec qui nous partageons des moments de vie année après année. Et c'est ainsi que l'archéologie prend tout son sens pour et avec les communautés. Le terrain reste donc au cœur de notre travail. Les inventaires et les fouilles sont des tâches indispensables pour lesquelles les IA n'ont pas encore remplacé nos truelles et nos pinceaux. Les méthodes évoluent cependant, comme pour la prospection, on le verra un peu plus loin. En fouille, elles sont adaptées aux divers questionnements et à ce que l'on cherche à mettre au jour, allant de fouilles en air ouverte à des carottages paléo-environnementaux. Allant de pair avec l'émergence de nouvelles problématiques, nos manières de faire se sont transformées, par exemple avec des tamisages de plus en plus fins et systématiques, nous donnant accès à des assemblages d'une grande richesse que nous trions inlassablement à notre retour au laboratoire, séparant les matériaux les uns des autres à la pince. Car ce ne sont plus seulement les objets, les artefacts qui sont au centre de notre attention, mais aussi les écofacts, c'est-à-dire ces vestiges non manufacturés, mais qui témoignent néanmoins de la relation, directe ou indirecte, des sociétés anciennes aux environnements dans lesquels elles ont vécu. Ossements et dents d'animaux consommés, otolithes et écailles de poissons, petits gastéropodes, restes d'insectes,
transportés par les Polynésiens, charbon de bois, macro-restes végétaux ou encore pollen microscopique. Face à une telle abondance de vestiges, notre discipline ne pouvait que s'ouvrir aux autres. Empruntant aux sciences physiques, aux sciences de l'environnement, à la chimie, leurs outils analytiques, l'archéologie s'est diversifiée, spécialisée, complexifiée et surtout enrichie, offrant désormais accès à une compréhension plus fine du passé. Alors il m'est impossible, évidemment, dans les temps impartis aujourd'hui, de couvrir tous ces développements, mais j'ai retenu pour cette leçon 3 thèmes d'études qui vous démontreront malgré tout le potentiel de l'archéologie tel qu'on l'entend au XXIe siècle. Et je commencerai donc avec un thème important, celui du peuplement humain et de la mobilité des Polynésiens. Le peuplement humain de l'Océanie a une très longue histoire, vous le savez. Elle a commencé il y a 65 000 ans avec les premières arrivées d'Homo sapiens, venus d'Asie du Sud-Est, sur le continent Sahul, qui regroupait autrefois, lors de la baisse du niveau marin, les masses continentales de l'Australie, de la Nouvelle-Guinée et de la Tasmanie. Bien plus tard, on assiste plus au nord au premier mouvement de population locutrice de langue austronésienne qui, de Taïwan, s'installe entre 3000 et 1200 avant notre ère dans les îles actuelles des Philippines et d'Indonésie. Ces groupes de navigateurs seront les premiers à s'aventurer par la suite dans ce qu'on appelle l'Océanie lointaine, au-delà des Salomon, toujours plus vers l'est. Ces peuples qu'on appelle Lapita, connus pour leur poterie décorée, sont les premiers à découvrir ces archipels océaniens jusqu'à Samoa, entre 1200 et 900 avant notre ère. 300 ans donc pour explorer près de 4000 km de distance à bord de pirogues à balancier. La question du peuplement de la Polynésie orientale, elle, a fait l'objet également d'un long débat qui finalement a débuté avec les premiers visiteurs occidentaux. Les plus anciens ici dans la salle se souviendront sans doute de Yoshi Sinoto et de son premier scénario de peuplement du Triangle présenté en 1970, et s'appuyant à l'époque sur une poignée de datations et la fouille de quelques sites, finalement limités aux archipels des Marquises et de la Société. Dans les débats, parfois houleux, qui agitèrent la communauté scientifique dans les décennies qui suivirent, des progrès immenses ont été faits, permettant de combler petit à petit ces biais et ces lacunes. L'analyse conduite avec les paléobotanistes offre désormais des identifications taxonomiques, des essences de bois brûlés, une meilleure sélection des échantillons de charbon à dater, ainsi que des calibrations qui leur sont appliquées. Plus récemment, les archéologues ont commencé à utiliser une autre méthode, celle de l'uranium-thorium, pour dater par exemple des limes en corail qui servaient autrefois à façonner des hameçons en nacre, avec une précision de l'ordre de plus ou moins 10 ans. L'intégration de toutes ces données dans des modèles statistiques, eux aussi de plus en plus robustes, fournit donc des clés de reconstruction chronostratigraphique d'une précision jusqu'à présent inégalée. Un consensus émerge donc aujourd'hui, et l'archéologie atteste de peuplements humains sur les îles de Polynésie centrale entre les 11e et 12e siècles de notre ère. Venus probablement de Samoa, ces migrateurs polynésiens, cette fois-ci en pirogue double, explorent rapidement de vastes territoires maritimes. Les îles de la Société, des Marquises et des Gambiers semblent avoir été découvertes en très peu de temps. Très vite, des pirogues se dirigent plus au nord, vers Hawaï, puis à l'est, vers Rapa Nui, l'île de Pâques. Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, est quant à elle la dernière terre découverte par les Polynésiens entre 1250 et 1295 de notre ère. Il s'agit ici d'une des plus grandes épopées maritimes de l'histoire de l'humanité. Au milieu de ces migrations, persiste encore la question aujourd'hui d'un contact entre les Polynésiens et des natifs amérindiens d'Amérique du Sud, qui fournit toujours de la matière à des débats pour beaucoup pseudo-scientifiques, engagés et popularisés il y a 80 ans par l'aventurier norvégien Thor Heyerdahl. À bord d'un radeau qui n'avait pas grand-chose de polynésien, si ce n'est une partie de son nom, celui-ci cherchait à démontrer une origine sud-américaine des ancêtres de cette région. Bien que cette idée ait la vie dure, elle a été depuis bien longtemps réfutée. Le scénario désormais établi est bel et bien que ce sont les navigateurs polynésiens qui ont touché les côtes sud-américaines au terme d'une longue exploration des horizons du soleil levant. Malgré des modalités de rencontres culturelles qui nous échappent encore, il est certain qu'ils ont ramené avec eux et introduit sur les îles polynésiennes certaines plantes, dont la fameuse kumara, la patate douce, qui deviendra un cultivar important des systèmes horticoles traditionnels, mais aussi les gourdes et les calebasses. Nos collègues ont ainsi pu démontrer la présence de la kumara aux Marquises dès le XIVe siècle par l'identification de traces d'amidon sur le tranchant de grattoirs en coquillage. Alors ces plantes ne sont pas la seule chose qu'ils rapportèrent de leur périple
en ces terres lointaines, puisque là-bas ou ici, s'est aussi produit un métissage que portent aujourd'hui encore les Polynésiens dans leur génome, ainsi que l'attestent les plus récents résultats de la génétique. Et la génétique a vraiment provoqué une révolution pour les archéologues, révolution qui s'est mise en marche en 1997, à l'occasion du premier séquençage du génome d'un néandertalien en Europe, qui ouvrait tout d'un coup un champ d'investigation nouveau. Les études de l'ADN ancien allaient rapidement s'étendre aux populations papoues et austronésiennes d'Océanie, amenant ainsi une vision plus complexe des mouvements Lapita et de leurs successeurs dans l'ouest du Pacifique, notamment au Vanuatu. En Polynésie française, une vaste étude archéogénétique a démarré il y a quelques mois et nous apportera bientôt des nouvelles pièces du puzzle grâce à des collaborations éthiques entre les communautés, les institutions du pays et les chercheurs européens. Le séquençage de l'ADN ancien est aussi complémenté par l'analyse de l'ADN microbien contenu dans le tartre dentaire des ancêtres polynésiens et témoigne notamment de processus d'adaptation des populations, ainsi que par l'ADN des espèces dites commensales, c'est-à-dire les plantes et les animaux qui ont accompagné les Polynésiens dans leur voyage. La génétique des populations modernes apporte elle aussi des éclairages nouveaux que Van Maila Okormo de l'ILM, ainsi que le professeur Luis Quintana Murci de l'Institut Pasteur, nous présentait il y a quelques semaines à l'occasion de la restitution du projet Mataea. Au travers de toutes ces études se déploie ainsi la puissance de la science génétique au service d'une compréhension plus fine des phénomènes de migration, de mobilité, d'adaptation, mais aussi des pathologies dont ont souffert ces populations autrefois. La génétique est la dernière science en date à s'associer à l'archéologie, qui depuis longtemps déjà s'appuie aussi sur la linguistique historique. L'étude scientifique des langues austronésiennes, lancée dans les années 1930, n'a cessé de croître jusqu'aux travaux les plus récents de nos collègues, parmi lesquels Robert Blust, Andrew Paulet, Darrell Tryon, Mary Walworth et bien entendu Jacques, qui nous en faisait un brillant exposé ici même l'an dernier. L'étude phylogénétique de ces langues permet de retracer leur histoire, leurs liens, mais aussi leur différenciation. Ces travaux nous révèlent ainsi que des langues polynésiennes sont parlées par des locuteurs situés en dehors du dit triangle polynésien. En effet, entre 1100 et 1500 de notre ère, des groupes polynésiens, originaires eux aussi de Polynésie occidentale, décident non pas de partir vers l'est comme les autres, mais de retourner vers l'ouest et de s'installer sur des îles déjà peuplées de longue date. Là encore, les rencontres culturelles se sont faites sous diverses modalités qui sont encore mal connues, mais pour ces communautés établies en Mélanésie et en Micronésie, les liens linguistiques et culturels existent bien. Sur ces 18 outliers documentés, on parle des langues polynésiennes, on partage une même culture matérielle et des systèmes socio-religieux. Certaines de ces îles font aujourd'hui l'objet d'études bien plus poussées et nous montrent en réalité que l'histoire polynésienne s'est étendue bien plus loin que ce que l'on croyait. Vous le voyez, on ne travaille donc jamais seul. C'est bien une approche holistique, pluridisciplinaire qui est nécessaire pour retracer cette incroyable aventure humaine. Au-delà du peuplement des îles à proprement parler, on a souvent tendance à croire que les Polynésiens sont restés isolés jusqu'à l'arrivée des Occidentaux. Là encore, l'archéologie a joué un rôle majeur pour déconstruire cette idée et documenter la mobilité et les échanges intenses qui avaient lieu autrefois. Un sujet d'étude très excitant depuis la fin des années 90 consiste en l'étude de provenance des matériaux lithiques par ce qu'on appelle la géochimie des roches. Dans nos îles, chaque basalte, qu'il s'agisse d'une herminette taillée, d'une pierre dressée sur un marais ou d'une pierre de four, porte une signature unique qui permet de déterminer avec précision son origine géographique. Pour ce faire, nous avons recours à diverses analyses, certaines par spectrométrie, d'autres par isotope des éléments traces. Ces travaux, conduits notamment par notre collègue Emery Kerman, un ancien doctorant de l'UPF, ont ainsi contribué à reconstituer des réseaux d'échange de ces matériaux qui s'organisaient autrefois sur de longues distances. Ainsi retrouve-t-on des objets en basalte fin, originaires de Eyao aux Marquises, dans des sites archéologiques de Tubuai, de Mangareva, de Tahiti et même des îles Cook. Le basalte de Pitcairn était lui aussi transporté jusqu'au Tuamotu. La documentation de ces échanges nous renseigne donc sur l'existence de liens très forts entre des chefferies distantes. L'archéologie et les traditions orales nous indiquent d'ailleurs que les matériaux et les objets en pierre n'étaient pas les seuls échangés au temps ancien. L'obsidienne de Pitcairn également, des nacres des atolls des Tuamotu qui fournissaient sans doute les Marquisiens, ou encore les plumes rouges et jaunes des Vinis, des Australes et des îles Cook, avec lesquelles on confectionnait à Tahiti les ceintures des chefs Ari'i. Ainsi, les capacités de navigation hauturière des Polynésiens n'auront pas seulement permis le peuplement de ces îles,
mais aussi le maintien de connexions profondes entre ces communautés sur plusieurs siècles. J'en viendrai désormais à un second thème, lui aussi riche d'enseignements, et qui concerne la relation entre les Polynésiens et leur environnement marin et terrestre. L'influence anglo-saxonne sur cet aspect de la recherche a été très forte au cours des dernières décennies, puisant dans les cadres de réflexion écologique pour redéfinir progressivement la notion de socio-écosystème insulaire dans le temps long. Ces milieux, aux caractéristiques écologiques particulières, ont subi un ensemble de transformations, parfois de bouleversements, suite aux installations humaines. Parmi ces perturbations, on peut citer l'introduction, volontaire et involontaire, de nombreux organismes transportés à bord des pirogues, tant des animaux que des plantes alimentaires et médicinales. Ces introductions, couplées aux activités anthropiques directes sur l'environnement, comme par exemple la prédation d'oiseaux, bien la culture sur brûlis, ont entraîné une transformation progressive des niches écologiques. L'archéologie environnementale, l'archéozoologie permettent d'accéder à une compréhension plus nuancée des rapports homme-environnement sur la longue durée, en convoquant divers matériaux et des méthodes d'analyse empruntées aux sciences du vivant. En Polynésie, le CIRAP est désormais reconnu pour son approche unique sur la relation ancienne entre les Polynésiens et leur environnement marin, grâce notamment aux travaux de thèse menés par deux chercheuses, aujourd'hui postdoctorantes, Vaine Aurarurua en ichthyoarchéologie, c'est-à-dire l'étude des restes de poissons, et Gabriel Traversa en archéomalacologie, c'est-à-dire l'étude des restes coquillés. Cette approche, présentée ici sur l'écran, s'appuie sur un véritable savoir-faire archéologique en termes d'identification des espèces autrefois consommées et exploitées, couplé aux travaux en biologie marine, en ichthyologie de nos collègues du CRIOB par exemple, ainsi qu'aux enquêtes ethnographiques sur les savoirs traditionnels liés à la pêche, menés dans le pays depuis plus de 40 ans. Alors il aura fallu dans un premier temps développer les outils nécessaires à l'identification des espèces consommées au temps ancien, via l'anatomie comparée, qui a été rendue populaire par Georges Cuvier au début du XIXe siècle. Il faut bien sûr disposer préalablement des éléments de comparaison modernes, raison pour laquelle nous nous efforçons de bâtir et de compléter année après année nos collections de références anatomiques, de poissons, de coquillages, reflétant la diversité des milieux autrefois exploités, depuis les îles Hautes jusqu'au lagon des atolls. Ces collections sont aujourd'hui parmi les plus riches de la région et nous espérons prochainement les rendre accessibles aux archéologues océanistes via leur numérisation en libre accès. Ces analyses de longue haleine permettent en premier lieu de dresser des listes de la diversité exploitée par les populations et de suivre cette exploitation à travers le temps. Des tendances peuvent ainsi révéler des comportements économiques, des choix alimentaires opérés par ces communautés. Ce fut le cas par exemple à Année, aux Marquises, où nous avons pu démontrer un déclin de l'exploitation d'une espèce de kython, aujourd'hui quasiment absente des îles, qui a été peu à peu remplacée par la consommation intensive de ce qu'on appelle les chapeaux chinois. Concernant les poissons, nous pouvons aussi aller plus loin, en adjoignant à ces inventaires des études des micro-environnements. Ici, la collaboration avec les écologues et les biologistes marins est indispensable pour comprendre les habitats fréquentés par les espèces qu'on a identifiées. L'application de divers traits de vie des poissons à nos assemblages permet de mieux cerner leur comportement, leur mobilité, pour ainsi définir les lieux de capture que les anciens pêcheurs marquisiens ont fréquentés, que ce soit au bord des plateformes rocheuses, ceinturant les baies, les patates coralliennes ou bien encore au proche large. Enfin, ces informations archéologiques et écologiques sont comparées aux données ethnographiques relatives aux techniques de pêche documentées depuis fort longtemps. Chaque technique, combinant des procédés techniques, des milieux, des proies, mais aussi des conditions particulières, par exemple le moment de la journée, les vents, les marées, témoigne de savoir et de savoir-faire centenaires et adaptés aux environnements marins des îles. Si certains de ces savoirs subsistent encore aujourd'hui, beaucoup tendent malheureusement à disparaître. Ainsi, les archéologues, dans leur démarche, participent aussi, aux côtés des anthropologues et des linguistes, à l'enregistrement et à la préservation de ces savoirs traditionnels. C'est donc une véritable approche ethno-archéologique, par essence pluridisciplinaire, que nous pratiquons dans notre équipe depuis les travaux pionniers d'Éric Otoamotu. Vous voyez qu'ici, l'intégration de ces jeux de données ouvre des voies d'interprétation des situations passées à partir des survivances actuelles. Le troisième et dernier thème que je souhaitais aborder concerne plus généralement l'étude de l'organisation spatiale des chefferies polynésiennes et du bâti.
Cette thématique n'est pas non plus nouvelle, puisque les premières investigations archéologiques étaient menées notamment par le Bishop Museum de Hawaï dès les années 1920, concernaient en premier lieu l'inventaire des vestiges de surface, qu'il s'agisse de sites domestiques, horticoles ou cérémoniels. L'enregistrement de ces structures s'est intensifié au cours du temps, alimentant sans cesse la carte archéologique du pays, aujourd'hui gérée par la Direction de la Culture et du Patrimoine. Si jusqu'à présent ces inventaires se réalisaient à pied et dans des conditions de terrain parfois difficiles, l'application des technologies LIDAR aéroportées ces dernières années a elle aussi provoqué une petite révolution en archéologie, conduisant, et vous en avez peut-être entendu parler, à la découverte de cités enfouies dans les jungles amazoniennes ou bien en triplant encore la superficie couverte par la cité d'Angkor au Cambodge. Dans le Pacifique également, ces outils renouvellent nos connaissances, comme à Tonga, où nos collègues perçoivent désormais des traces de proto-urbanisme dès le IVe siècle. En Polynésie française, l'usage du LIDAR fut un temps réservé à quelques endroits, comme l'atoll de Tetiaroa, où nous collaborons avec Benoît Stoll de l'UPF. L'arrivée l'an dernier sur le territoire polynésien d'un équipement LIDAR aéroporté offre désormais un outil de télédétection unique et de très haute résolution. Nous espérons dans les années à venir déployer cet outil en collaboration avec les services du pays pour peu à peu couvrir des zones qui restent encore méconnues ou très mal explorées. En créant des modèles de surface détaillés, le LIDAR a le potentiel de renouveler et d'améliorer notre compréhension de l'occupation humaine ancienne des territoires. À une échelle plus petite, celle des sites monumentaux dans les vallées, le LIDAR, terrestre cette fois, s'avère aussi un outil d'une grande efficacité qui transforme nos manières de faire, nos manières de cartographier, à l'instar de cet ensemble marquisien qu'étudie Anatawali Tamari'i dans le cadre de sa thèse. Là où un relevé architectural classique, à la main, aurait pris des semaines, il nous aura fallu 2 jours pour générer un nuage de 1 billion de points, permettant la création d'un modèle digital du site à une précision de quelques centimètres. Un gain de temps, évidemment, une très grande précision, mais vous le voyez ici aussi, un formidable outil de préservation du patrimoine qui fait entrer véritablement ces vestiges dans l'ère du virtuel. Moins coûteuse mais tout aussi efficace, la photogrammétrie est également de plus en plus usitée. Plusieurs marais des îles sous le vent ont récemment été modélisés par un autre de nos doctorants, Théo Timper, qui en étudie l'évolution du bâti. Ici à l'écran, vous voyez un autre modèle digital d'un petit marais à Tetiaroa que nous avons fouillé. Non seulement il nous fournit un outil pour analyser la structure, mais il permet aussi à un instant T de figer son état, assurant ainsi le rôle d'une archive patrimoniale. Alors il y aurait bien d'autres thèmes évidemment à aborder, je m'arrêterai ici pour ce tour d'horizon des perspectives scientifiques. J'aimerais toutefois terminer cette présentation en revenant sur la place de l'archéologie sur le territoire, les enjeux qu'elle porte et, dans une certaine mesure, des responsabilités qui incombent aussi aux chercheurs dans un environnement tel que le nôtre. En Polynésie, vous le savez, le passé que nous essayons de reconstituer est depuis longtemps déjà revendiqué par les communautés actuelles. Comme je le disais en introduction, c'est ainsi que l'archéologie prend un sens si particulier sur le territoire. Elle ne laisse personne indifférent car elle contribue, au-delà des connaissances scientifiques que nous venons d'évoquer, à jeter un éclairage sur le patrimoine matériel, qui lui-même s'inscrit dans des enjeux culturels, politiques et identitaires bien plus larges. Ce patrimoine fait néanmoins face à des risques croissants, tant naturels qu'anthropiques, et se trouve fréquemment pris à partie dans les tensions entre acteurs du pays. Dans un tel contexte, la responsabilité des archéologues dépasse donc celle du seul scientifique. Comme l'écrivait Eric dans son bilan publié en 2000, l'archéologue n'est pas seulement un découvreur du passé, mais il est aussi un acteur culturel du présent. Et j'aimerais ici simplement souligner quelques points qu'il me semble utile de rappeler pour peut-être aussi appréhender un petit peu le travail qui nous attend dans les années à venir. Sur la question des risques naturels, tout d'abord, l'érosion littorale, elle est plus que jamais perceptible sur nos îles, sous l'effet de la lente montée des eaux, des houles parfois fortes qui pénètrent les lagons ou encore de l'intensité des aléas climatiques en période El Niño, les bords de plage tendent à reculer. Nos équipes l'ont clairement constaté en une vingtaine d'années, de Maupiti à Anaa, en passant par Tetiaroa. Certains sites archéologiques ont déjà disparu, tandis que d'autres résistent péniblement à l'attaque des vagues. Ce sont des dizaines, voire des centaines de structures qui sont aujourd'hui en péril. Face à de telles menaces, les archéologues sont souvent démunis. La lutte contre l'érosion littorale est désormais un sujet fondamental pour les géographes et les écologues, mais quand bien même des solutions sont proposées et mises en œuvre,
elles ne pourront malheureusement pas empêcher la disparition de certains vestiges. Que faire donc dans cette situation? Agir sans doute le plus vite possible pour que ces sites puissent à minima être enregistrés et documentés afin d'en préserver la mémoire. Mais la nature n'est pas la seule responsable. Un désintérêt patrimonial, allant parfois jusqu'à la destruction de sites, continue de se faire ressentir. Des travaux d'aménagement, des remblais, des prélèvements de matériaux ou encore des feux de cocoteraies impactent régulièrement et souvent en toute impunité l'intégrité de vestiges déjà usés par le temps. En l'état actuel du cadre législatif, les moyens de contrôle, voire de sanction, sont limités, pour ne pas dire inexistants. Les organes du pays ne disposent pas de suffisamment de moyens humains, financiers ou juridiques pour assurer une protection efficace sur un territoire aussi vaste et dispersé que la Polynésie française. Comment alors réconcilier les enjeux de développement et la préservation du patrimoine archéologique tout aussi important à l'épanouissement sociétal? C'était tout l'objet des premières assises de l'archéologie qui se sont tenues en janvier 2024, avec des travaux de réflexion menés par la Direction de la culture et du patrimoine qui devront conduire, dans un avenir proche, à de nouvelles propositions pour adapter le cadre de l'archéologie préventive au contexte de notre territoire. Il faut pour cela un soutien politique, mais aussi pouvoir se doter de moyens à hauteur de ses ambitions. Pour répondre à ces besoins, qui demain, on l'espère, verront le jour, il faut anticiper, il faut s'y préparer et former les futurs acteurs de la discipline. Le chemin est long, mais l'enjeu est crucial si l'on souhaite réellement placer la culture au centre d'un projet de société. L'UPF peut sans doute accompagner les institutions du pays dans cette démarche et aider à mettre en place de tels enseignements. C'est aussi, aux côtés d'autres propositions scientifiques, l'un des aspects d'une convention de partenariat en cours de préparation entre le CIRAP et la Direction de la culture et du patrimoine. Et je salue au passage sa directrice, Madame Joanie Cadusto, ainsi que notre ministre de la Culture, Monsieur Roni Terlipaya, pour leur soutien à ce projet de rapprochement. Mais ce qui importe également, en dehors des bancs de l'université, c'est de valoriser ensemble ce patrimoine. Il est important pour les archéologues de rendre aussi aux communautés ce qu'elles nous ont offert en nous accueillant ces années. C'est le but, par exemple, du projet collaboratif que nous avons partagé avec la communauté de Waouna aux Marquises, où nous sommes engagés depuis 30 ans. Nous avons participé activement à l'élaboration d'un nouveau musée local et à l'exposition permanente qui est présentée, où se mêlent résultats scientifiques, objets anciens et modernes, le tout dans un format trilingue dans lequel la langue Enata est mise en valeur. Et on ne peut que se réjouir évidemment de la multiplication de ces initiatives à travers les archipels qui sont portés par des acteurs culturels et politiques locaux. Et puis enfin, il faut continuer de transmettre, je dirais de transmettre envers et contre tout, de transmettre aussi comme un moyen de lutter contre l'obscurantisme et la méfiance envers la science qui, un peu trop souvent, de nos jours, rejaillit au détour d'une simple conversation. Transmettre aux plus jeunes, aux nouvelles générations, leur faire découvrir un métier, les faire se questionner et contribuer à développer leur réflexion et leur analyse critique sur leur propre histoire. J'ai cherché à vous montrer aujourd'hui que la science archéologique est un travail collectif, mais au fond, c'est bel et bien la poursuite de la connaissance et la défense du patrimoine qui nous rassemble le plus. Je terminerai donc en remerciant ici toutes celles et tous ceux qui ont et qui continuent de contribuer à cet effort, tous nos collègues, les doctorants, les étudiants, les institutions, les associations et bien entendu les communautés, chaque individu qui nous accompagne et qui nous soutiennent dans nos projets. Maruru Maite.